Ben oui, Christian, je me parle tout seul. C'est parti notre affaire. Ah, c'est parti? Oui, oui, je me parle tout seul. T'as pas besoin de t'inquiéter. Si tu te penses fou, fou-moi aussi. On n'est pas tout seul à être comme ça, finalement. C'est ça qu'on... Christian, tu demeures à Québec. Je t'ai rencontré, tu me parlais, tu me disais que tu étais mécanicien de l'âme. J'imagine dans ton cheminement, tu dis mécanicien de l'âme, j'imagine que tu as dû toucher le fond, hein, pour pouvoir de comprendre le fonctionnement de l'être humain puis de l'âme. Puis je sais que tu accompagnes des gens au niveau, on va dire psychologique. Tu n'es pas psychologue, mais au niveau pour aider les gens à se retrouver, ces choses-là. J'aimerais ça que tu nous contes un peu au début, quand tu étais jeune, comment tu t'es éveillé là, à dire wow, il y a de quoi que je comprends pas là, parce que je m'en vais avec ça. Oui, effectivement, il touchait le fond. Ah ouais. C'est tellement ça. Puis peut-être toucher le fond à plusieurs reprises, mais de façon différente à chaque fois, puis plus profond à chaque fois. Ben, le cheminement était, je l'ai souvent présenté comme un oignon, comme des plumes d'oignon. Fait qu'à chaque fois, il y a une plume qui s'enlevait. Il y a de l'information qui se décortiquait, puis la lumière s'installait, puis c'était comme un préparatif à aller encore plus à la couche suivante, qui amènerait un peu plus en profondeur, qui amènerait un peu plus dans les profondeurs de ce qui m'habite réellement. Il y a eu beaucoup des éveils, en fait. Il y en a eu à plusieurs reprises, mais moi, j'étais un modèle 61. Ça veut dire quoi? Un modèle 1961. OK. Puis, j'avais suivi des thérapeutes, une thérapie vers l'âge de 30 ans, puis le thérapeute à l'époque qui est décédé maintenant, Daniel Harvey, c'était un super beau bonhomme. C'est un des meilleurs thérapeutes ici à Québec, puis il enseignait avec les 12 étapes des alcooliques anonymes. Et puis, j'avais suivi des thérapies avec lui. Puis lui, les familles dysfonctionnelles, il appelait ça des fabriques de monstres. J'en étais devenu un bon, mettons. J'étais devenu un très bon. Mais tout petit, moi, et d'un, je n'étais pas prévu, parce que mon cheminement m'a amené à tout décortiquer. J'étais curieux, mais curieux. Je voulais comprendre, puis il n'y a pas personne qui m'a donné des réponses. Fait que c'est sûr que j'ai tout un processus de questionnement qui s'est manifesté, puis ça m'a amené jusqu'à même la conception. Fait que toute l'information de la conception. Puis curieusement, j'en ai parlé à ma sœur à un moment donné de ce que c'est que j'avais ressenti. J'avais fait un échange avec... ici à Québec, justement, j'avais suivi une approche d'ingénierie des croyances de base pour travailler, rencontrer des parties de soi. Des parties marquées, des parties blessées, puis même des fois des parties positives aussi. Là. On se permet de tout rencontrer quand on est en cheminement, là. Pas juste le moins beau, le beau aussi. Là. Ouais. Puis j'avais décortiqué vraiment le processus de la conception. Ce que ma mère avait vécu, puis c'était quoi les circonstances de cette création-là d'un petit être-là. Fait que c'est sûr que je n'étais pas prévu. Puis j'avais conté ça à ma sœur, tout ce qui s'était passé, puis ce que j'avais ressenti. Puis elle s'en rappelait. OK. Écoute, elle avait 5 ans, puis elle était sur le bord de la porte, puis elle entendait ma mère crier. La porte de la chambre était fermée. Elle entendait ma mère crier, puis mon père qui parlait fort pour la calmer, puis je suis venu au monde là-dedans. Fait que c'est comme, c'était très agressif. Et, fait que je suis venu au monde là, fait que c'est sûr que t'es pas prémédité dans une situation comme ça, là, t'sais. Mais ça, ben, en fait, que j'ai toujours eu l'impression de ne pas avoir ma place parce que je n'étais pas prémédité, je n'étais pas préparé, je n'étais pas désiré. Puis ma mère, ce qui s'était passé, c'est que 5 ans avant, à l'accouchement de ma soeur, il y a eu des complications. Ils ont failli mourir que les deux. C'est pas parce qu'elle ne voulait plus d'enfants, mais elle ne voulait pas vivre dans la même séquence. Quand j'étais arrivé dans le décor, puis qu'elle a su qu'elle était enceinte, mais là, c'était le drame. C'était les grandes peurs de revivre les mêmes situations, puis ben, tout le temps de la porter, mais j'ai tout consommé, tout ça, c'est toutes ces peurs-là. Ça t'a amené à quoi, juste quand t'as eu décortiqué tout ça, là?
Ben, moi, j'ai réalisé de toute façon, j'ai été quelqu'un qui a eu peur toute sa vie, toute son enfance. Fait que, tu sais, toutes les expériences quand j'étais petit, ben, j'ai été taxé par les plus vieux, j'ai été blessé par les plus vieux, je mangeais des volets partout, puis, tu sais, j'attirais toutes les pires situations. J'étais le punching bag. Autant chez nous, je devenais punching bag aussi dans la famille, parce que j'étais assis dans la peur. C'était ma base fondamentale de qui je suis en tant qu'être humain. Ouais. Avant de comprendre ça, écoute, c'est pas évident. Ouais, mais t'attirais ça. Sans le savoir. Sans le savoir. À un moment donné, tu te dis, comment ça se fait, tu sais, que t'attires tant ces situations-là, puis ça s'accumule. Ça s'accumule tout le temps, ça fait beaucoup de Quand est-ce que t'as compris, que t'as pris conscience de ça? Ben, ça, c'est quand j'ai commencé les processus thérapeutiques, vers l'âge de 30 ans. Mais entre autres, il y a eu un déclencheur qui s'est manifesté à l'âge de 20 ans. OK. Je t'en avais parlé un tout petit peu, je pense. J'ai reçu la connaissance de Maharaji. Puis lui, la connaissance qu'il transmet, c'est pour être en contact avec son âme. OK. Fait qu'il y a 4 moyens pour être en contact avec son âme. OK, conte-nous ça, hein? Mais en réalité, chaque être humain qui vit au monde a ces moyens-là. Fait que tu vois ton âme, tu la ressens, tu l'écoutes parce qu'elle a un son. Puis tu l'écoutes, tu l'entends, tu la vois aussi parce que là, c'est la lumière. On va-tu entendre ça dans le... Ça se peut? 4 processus, tu veux-tu nous expliquer ça? Ben, c'est pour ça que, écoute, tous les petits bébés, ben, nous tous, on a été aussi des petits bébés attrayants. Tous les petits bébés, on veut tous les voir, on est tous attirés, on est tous émerveillés face, tu sais, on les trouve tous beaux. Tous les bébés sont beaux, finalement, tu sais. Ils baignent dans leur âme, ils la ressentent. Ils l'entendent parce qu'elle a un son. Ils la voient parce qu'elle a sa propre lumière. L'écoute, le goût aussi. Quand un petit bébé se fait la langue dans le palais, Ouais. il est en train de goûter son âme. Ah ouais? Fait que c'est inspirant, c'est assoiffant. Moi, c'est ce que j'ai reçu à l'âge de 20 ans, ces moyens-là, pour retrouver ce lien-là. Puis c'est à partir de là que ma vie a tourné bout pour bout. Puis c'était, je meurs, je voulais mourir, parce que là, j'étais rendu au bout. Là, je touchais un fond, là, puis c'était comme, j'avais crié au ciel, il faut qu'il se passe quelque chose. Puis c'est ça qui était venu, un ami qui m'a invité à aller dans une conférence à Montréal à l'époque. Puis c'est chaque personne qui avait reçu cette connaissance-là essayait de l'exprimer en avant ce qu'il ressentait puis ce que ça l'amenait dans leur vie. Mais j'avais pas compris. Je comprenais rien à ce qu'ils se disaient. Sauf que je me suis mis à ressentir quelque chose, une chaleur. OK. Puis à un moment donné, je me suis mis à respirer là-dedans. Ah, puis là, c'est comme je goûtais le bonbon, là. Puis j'ai entendu une petite voix, enfin de retour à la maison. Ah ouais. Hey, là, c'était le bout du bout. Puis là c'est sûr, là, j'ai voulu la connaissance. Là j'ai su un petit peu plus d'informations de ce qui se passait là-dedans. Mais je savais que je venais de me toucher. Je savais que ce que je touchais, ça, c'était moi. Ça, c'était ma réalité. Parce que quelque temps avant, pour moi, j'avais plus d'identité. OK. Écoute, je voulais mourir. J'étais rendu au bout, là. L'accumulation de les peurs accumulées, les situations, les conséquences, la violence dans la famille, etc., etc. La délinquance aussi. Tu sais, j'ai fait du tort à beaucoup de gens, puis je me suis révolté. Puis je m'en suis voulu. J'ai roulé dans la honte puis dans la culpabilité pendant des années. Puis je me suis remis en question énormément. Fait que c'est sûr que là, ça l'a ouvert, là, sérieusement, puis j'ai changé bout pour bout. Écoute, je voyais la lumière partout, je voyais les énergies partout. Je pouvais lire d'un être humain, je savais ce qu'il ressentait, puis possiblement parce que j'ai des références à ce que c'est souffrir, tu sais, je sais ce que c'est souffrir. Ouais. Fait que rencontrer quelqu'un qui souffre, c'est comme, tu sais, ça, on le reconnaît. Autant comme j'étais alcoolique pendant plusieurs années, puis je les reconnais, les alcoolos, les toxicomanes et tout ça. Puis, fait que c'est comme, les références, ils sont là. Mais en même temps, j'avais la vision
autrement. Mon discernement était autrement. Mais tout s'est mis à changer, bout pour bout. Puis là, je me suis mis à me voir, je me suis mis à devenir conscient, à commencer à faire des liens. Les premiers liens qui sont faits, j'arrive à Montréal, moi, puis je rencontre des gens sur le trottoir, puis ils me regardent, puis je sens que toi, je peux te parler. Non, je les connais même pas. Ils m'accostent sur le trottoir comme ça. Ben, à Montréal, en plus. Hey, à Montréal. OK. Puis, tu sais, j'écoutais. Puis, à un moment donné, il y a une information qui me venait. Puis là, je savais que ça venait de moi. Ça venait de cette partie-là que je venais de toucher. Puis, je donnais l'information qu'ils avaient besoin. Puis là, les gens me prenaient dans leurs bras, puis c'était comme... Je venais de lui donner un cadeau, je venais de lui donner une information qu'ils attendaient depuis probablement longtemps. Puis, écoute, c'était des révélations géniales. Mais à cette époque-là, je n'étais pas encore prête à recevoir cette information-là pour moi. Okay. Je la partageais, je la distribuais aux autres, mais moi, je n'étais pas en mesure. Puis il y a une partie de moi qui était inconfortable là-dedans parce que je me disais, tout l'accueil puis toute l'information que je peux apporter à d'autres, ensuite, je ne peux pas l'apporter à moi, tu sais. T'as-tu trouvé pourquoi? Ben... Il y en a beaucoup des pourquoi. C'est ça pourquoi on m'a appelé le mécanicien de l'âme, parce que c'est toute une mécanique. Hein? Comment se nier, comment se rejeter, comment s'abandonner. Tu sais, c'est des gros mots si on prend les mots généraux, comment ne pas s'aimer, mais il y a tellement d'éléments à l'intérieur de ça. Là. Comment il s'y prend pour s'abandonner, comment il s'y prend pour se rejeter soi-même, comment il s'y prend pour ne pas s'évaluer adéquatement. Tu sais, comment il s'y prend pour se nier. J'ai excellé là-dedans. J'ai eu un succès fou là-dedans, moi, de me saboter dans plein de situations, dans des relations de couple, dans des relations amicales, dans des relations en entreprise, dans des relations à la job avec les confrères de travail. J'ai été un top gun dans saboter. C'est quoi, c'était naturel ou comment tu développais ça ou comment? C'est quoi? Quand j'étais petit, moi, ce que j'avais décortiqué, c'est que j'étais un petit bonhomme qui réussissait n'importe quoi. OK. Fait qu'on me présentait n'importe quel projet. Ben écoute, j'ai fait de la musique pendant 2 ans. J'ai joué de l'accordéon piano. Je faisais de la peinture. Je faisais du bricolage. Je faisais des sculptures dans le bois. Je faisais toutes sortes de choses. Je présentais des poèmes devant la classe. J'étais toujours le premier de classe. Mais, première année, mon premier bulletin, j'ai 100%, j'étudie pas. Toute mon primaire, j'étudie pas, puis j'ai toujours des notes, je suis toujours dans les premiers de classe. Fait que je suis devenu le trophée de mes parents. OK. Puis c'est beau pour un parent présenter aux autres, aux amis, à la parenté, comment son enfant réussit. En même temps, il y a une prestance en tant que parent. Tu sais, regarde, c'est un bon parent. Fait que à un moment donné, je me sens. Puis c'est drôle parce que. Te sens-tu trop bon? Tu t'es mis à te saboter? Ben, je me sentais comme... je l'explique avec des mots aujourd'hui, puis ça fait plusieurs années que j'arrivais à cette conclusion-là. Je me sentais comme le petit singe savant, là. Ouais. Tu sais, musicien, là, puis le petit singe qui fait toutes sortes de pirouettes. Puis curieusement, quand j'étais petit, mon petit toutou, c'était un singe. Fait que, tu sais, c'était comme... Il me semble que j'étais prédestiné à passer par là. Puis... À un moment donné, il y a une switch qui est allumée, c'est plus je les en donnais, plus j'apportais des résultats, plus j'étais le trophée, mais je me sentais pas aimé pour qui j'étais, je me sentais aimé pour qu'est-ce que je faisais. Puis ça, c'est venu me chercher. Puis à un moment donné, ça a fait comme, hey là, t'as une minute là. C'est là que j'ai commencé à mettre le bric à bras, puis enclencher inconsciemment un processus d'auto-sabotage pour diminuer mes capacités, mes possibilités, puis devenir excellent comme je l'étais. T'sais. Fait que je suis devenu de moins en moins bon. Puis là, ben, les réprimandes ont commencé, les volets se sont rajoutés, puis bon, ça a fait boule de neige. Puis à un moment donné, ben là, t'étais pas bon, tu réussiras pas, puis puis on en a beurré épais autour de ça, puis là, ben, je l'ai acheté. Puis là, j'ai confirmé que ce rôle-là, j'étais en mesure de bien le réaliser aussi. J'étais capable de saboter. J'étais capable de réussir, mais j'étais capable de saboter. Je suis devenu excellent parce que là, je suis rentré complètement sur le bord. Je suis complètement devenu délinquant. Puis à un moment donné, bien, écoute,
J'ai roulé ma bosse dans la délinquance avec les gangs, puis avec les coups, puis avec la drogue, la boisson, etc. Ça aussi a fait bout de la neige. Je suis devenu excellent là-dessus. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup de choses qui m'ont nui, puis qui m'ont emmené dans le trou, dans le bas fond. Puis c'est là que les grandes questions existentielles se sont manifestées, parce que là, j'ai perdu complètement qui j'étais à travers ça. J'accepte pas d'être le petit trophée, le beau petit trophée, puis je suis devenu le trophée noir d'une certaine façon. Fait que tu as expérimenté les deux côtés. À l'extrême. Dans le fond, à l'extrême, parce que mes parents étaient quand même en moyen. Mon père avait un moyen. Fait que tout ce qui me passait par la tête, puis je sais pas trop si... Je sais que mon père voulait vivre, lui, beaucoup de choses. C'est un bonhomme qui aurait expérimenté beaucoup de choses. Fait que j'ai cru entrevoir qu'il voulait refaire sa vie à travers moi. Okay. C'est possiblement des propositions qu'il me présentait. Je sais que des fois, ça venait de mon propre cru, puis que j'avais le goût de faire des choses, mais tout ce qu'on me présentait, je faisais un petit succès avec ça, puis j'avais un fond noir. C'était facile. Autant sur l'autre bord. Ouais. J'ai eu du succès, puis c'était facile aussi. C'est de là qu'ils t'ont... À force de ben manque de parler avec des gens qui t'ont appelé le mécanicien de l'âme, tu savais quoi dire au moment où ce que les gens avaient besoin? Le mécanicien de l'âme est venu pas mal plus tard. Oui. Curieusement, j'ai toujours été dans l'automobile. Moi, je peinturais des voitures. OK. J'ai eu un succès là-dedans aussi. Puis je peinturais des voitures de haut de gamme. Enfin, j'avais la facilité à être présent à mon travail. J'ai toujours été artiste de mes mains. Puis d'être en contact avec mon âme m'a amené une présence puis une finition. J'ai développé cette finesse-là de présence, de qualité de présence avec moi qui fait que ce domaine-là, puis je l'ai exploré dans plusieurs domaines, m'amenait à exceller, m'amenait une facilité et une vision complètement différente. Je me suis accoté aux côtés des professionnels de la peinture, puis eux autres avaient le carte, puis ils avaient suivi leur formation, tout ça, puis moi j'avais pas de formation, puis j'avais pas de carte. Puis je m'accotais aux côtés d'eux, puis à un moment donné, je suis allé plus loin. Fait, je peinturais que du haut de gamme, de la Royce, Mercedes, etc. Là, puis j'ai eu du fun. La qualité de présence, as-tu toujours eu ça, ou ça s'est développé à quelque part? Je te dirais que, écoute, c'était présent jeune. Parce que quand, à force de décortiquer, les premières années, je décortiquais des situations difficiles, problématiques, les souffrances, les blessures, etc. Mais à travers ça, il a remonté des séquences. Tu sais, quand je suis petit, moi, je suis pas grand. Puis à un moment donné, je marchais souvent de nos pieds dehors, j'aimais ça, là, toucher le sol, ressentir la terre. Puis le pied m'arrête, c'est une fourmi, une petite fourmi qui est là. Je la ressens. Fait que ma sensibilité est déjà hors du commun. OK. Fait que ça a toujours été, tu sais, les animaux, c'est pareil. La relation avec les animaux, ça a toujours été... Puis, des fois, mon père, il appelait ça des chiens de garage. Il voulait que ça garde le garage. J'étais attaché sur le bord du garage. Ouais. Puis, il y en a eu un, entre autres, Ricky, je me souviens, il était assez malin. Il était pas bien d'être là. C'était tout le temps des chiens garochés. Là, puis, lui, il avait attaché le chien là. Puis, moi, je prenais un râteau. Puis, je le bavais avec le râteau. Puis, il venait les crocs sortis. Puis, il venait enrager après moi. Puis, peu de temps après, c'est devenu mon meilleur chum. Les animaux ont toujours eu une plus belle relation, une relation plus profonde aussi avec moi que toutes les autres dans la famille. OK. Des petits minous, je me rappelle, les petits minous qu'on avait dans la famille, puis ils venaient me réveiller tous les matins, une patte chaque bord du visage, puis ils me léchaient le menton, puis c'était comme ça que je me réveillais tous les matins. J'ai eu des privilèges avec les animaux, puis partout où je vais où il y a des animaux, c'est encore comme ça. Ça, puis les bébés aussi. Ouais. Quand il y a des petits bébés, là, écoute, je fais juste être plus conscient, plus présent, puis il y a une communication qui se passe, il y a une belle relation qui se vit, puis c'est génial, hein? C'est magnifique comme relation. Puis eux m'interpellent aussi à me rappeler, pour ça j'aurais aimé avoir des enfants, mais j'ai pas eu l'opportunité, mais je sais qu'ils m'auraient, puis je les aurais laissés être qui ils sont. Oui.
puis de leur avoir permis de m'aider à rester plus présent encore. Parce que cette présence-là, un coup tu y as regoûté, t'en veux tout le temps. Et je me retrouve des fois dans des périodes difficiles où je suis dans toutes sortes de comportements, où je suis pris dans des états négatifs. Tu changes cette bouée de sauvetage-là, je l'appelle comme ça. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand tu es comme ça? Tu demandes la présence ou tu la ressens? Ou... Il ne suffit que de prendre conscience de ma respiration, seulement. OK. Puis là, je m'assois automatique. Ça crée un pont automatique avec mon âme. Puis là, je la ressens. Puis là, je m'assois dedans. Puis là, tu vois, là, je vois ton aura, je vois ton corps énergétique, là. Juste aussitôt que je suis présent avec moi, ma vision change, ma perception change, ma présence dans mon corps, je sens mon corps jusqu'au bout des doigts, là. Je change complètement de vibration. Ça serait le fun de voir quelqu'un qui voit les énergies, qui pourrait percevoir. Je sais qu'il y a des études là-dessus. On fait des études sur des gens qui font des grandes méditations profondes, puis ils voient les transformations qui se font vibratoirement, intellectuellement, et à plusieurs niveaux, là, physiquement. Tu dis, tu vois mon aura, je suis à la veille d'ascensionner, moi, là. Là, mais c'est juste pour dire que ouais. ma perception, ouais. ma vision juste change. par la respiration. Moi, ça crée un pont automatique. Juste en prenant conscience que je respire, je crée un pont instantané, parce que ça fait quand même au-dessus de 35 ans que ce processus-là mais c'est un bon message. instauré. Tout à l'heure, tu parlais d'information, tu disais qui je suis, moi, pour donner de l'information. Mais regarde, l'information que tu viens de donner, juste par le respirer, regarde, s'il y a des gens qui vont écouter la vidéo, bien, ils peuvent pratiquer ça. Ça coûte pas cher, ça, là. C'est gratuit, puis moi, je n'ai jamais payé pour recevoir la connaissance, parce que ça a toujours été gratuit. Maharaji, il fait ça encore aujourd'hui. Ça fait plus que 30 ans qu'il fait ça, lui. C'est qui? Maharaji. C'est qui, ça, Maharaji? C'est un petit bonhomme qui a vécu il y a un an, je pense, plus vieux que moi, un an ou deux plus vieux que moi. Puis, il est venu au monde aux Indes. Son grand-père a transmis cette connaissance-là, okay. A retransmis aux autres. Son père, et puis lui, il a commencé, il avait 7-8 ans. Il donnait des conférences devant des milliers de personnes. Puis il fait le tour du monde. Ah ouais? Il fait pas de soin que ça. On ne connaît pas, lui, il veut dire... Il est pas connu, mais moi, c'est ça qui des fois, pas me dérange, mais ça me rend inconfortable. Parce que c'est d'une simplicité d'être en contact avec son âme, puis qu'est-ce que ça apporte dans la vie. C'est extraordinaire qu'est-ce que ça peut apporter. Moi, ça m'a sauvé la vie, puis ça continue à me la sauver régulièrement. Puis ça me maintient encore en vie. Puis ça me maintient dans une qualité de vie hors du commun. Je ressens les choses, je ressens les gens, je ressens les énergies. Ça apporte un paquet d'autres choses aussi, on pourrait en parler, mais c'est drôle, c'est pas encore assez intéressant. C'est trop simple. Si ça serait compliqué d'être en contact avec son âme, tout le monde le serait. Tu sais, tu vas cacher quelque chose à la vue, il n'y a pas personne qui le trouve. Tout le monde va chercher. Mais fais des efforts pour cacher quelque chose, tout le monde va le trouver. Ah. Les gens vont savoir, dire, hey, là, quand c'est compliqué, c'est bon. Ou quand ça coûte cher, c'est bon. Tu vas l'avoir à soir de ton fond. Non! C'est dans la simple. Puis moi, c'est ça qui m'a estomaqué dès le départ, parce que c'était simple. Puis tout ce que ça a dit, c'est enfin de retour à la maison. Je vais toujours me rappeler de ça. J'ai même rencontré un vieux moine à la fin de sa vie. J'ai passé les 2 derniers mois à la fin de sa vie. Puis ça faisait 3-4 semaines qu'on se rencontrait régulièrement, presque à tous les jours. Puis à un moment donné, il me dit, tu sais, Christian, quand tu étais avec moi, tu renforcis mon contact conscient avec Dieu. Hey! Il fait 65 ans qu'il fait de la méditation, qu'il fait de la prière tous les jours réguliers. Il n'y a pas plus, c'est un capucin. Il n'y a pas plus... écoute, c'est plus catholique que le pape. Mon père, il avait cette expression-là, j'aimais ça entendre ça. C'est plus catholique que le pape. Écoute, c'est régulier, là. Il se levait la nuit pour ses prières et ses méditations. Il n'y a pas beaucoup d'êtres humains là, sur Terre qui fait ça, là. C'est comme... Puis moi, j'y aide à confirmer son contact conscient avec Dieu. Ah!
Il t'a-tu expliqué qu'est-ce qu'il ressentait? Qu'est-ce qu'il voulait dire là-dedans? Je savais qu'est-ce qu'il ressentait, puis lui savait qu'est-ce que je OK, ressentais. OK. Puis on pouvait passer Contact est fait. des moments ensemble. C'est un des seuls êtres humains où on passait peut-être des heures ensemble à pas dire un mot. Puis de temps en temps, on se regardait dans le blanc des yeux, puis on avait les yeux pleins d'eau, tous les deux. Puis il était dans la graisse de bine, puis moi aussi dans la graisse de bine, dans l'euphorie. J'ai une amie qui est décédée maintenant, puis elle faisait des séances cosmiques, puis elle appelait ça l'euphorie, Ouais. l'euphorie spirituelle. Être en contact avec ton âme, à force d'y être, Ouais. tu le vis, cette euphorie-là, qui fait que tu peux pleurer devant un coucher de soleil. Tu peux pleurer devant un paysage naturel. C'est d'une simplicité. La vie, elle est simple, elle est majestueuse à la fois. T'sais. Mais quand tu n'as pas ce lien-là, il y a comme un calcul des choses. Mais dans ce processus-là, dans cette relation-là, il n'y a pas de calcul. C'est comme Puis, à la limite, tu te fonds avec l'expérience. Tu te mêles à l'expérience. C'est comme le coucher de soleil, moi, des fois, je le regarde, je suis le coucher de soleil aussi. Je le vis, je le sens. Il y a quelque chose qui se passe. Si je vais un petit peu plus loin, ben ça va loin dans le processus. J'ai comme cette impression. Puis il y a des aides de lumière qui me l'avaient déjà dit à un moment donné. C'est Christian, quand tu as des impressions, parce que j'avais tendance à vouloir dire ça, j'ai l'impression que, non, c'est pas une impression, c'est du fondé. C'est ça. La vie est tellement d'une simplicité dans ces expériences-là. Communiquer au soleil, ça a l'air nono, là. Mais c'est faisable. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est intéressant puis c'est choquant à la fois. Parce que tu dis que c'est simple, mais pourtant pour la majorité des gens, c'est bien compliqué. Oui, on peut relier ça à ce que tu disais tout à l'heure. Il s'agit que quelque chose soit à vue, ou quand on dit la vérité, tu ne le crois pas, qu'on dit le mentir, il va suivre. Mais c'est vrai, c'est dans la simplicité, mais pour beaucoup de gens, c'est pas simple. Mais probablement, c'est comme tu dis, c'est parce que c'est trop calculé. Tu sais, quelque part, il y avait un petit texte qui disait, il faut avoir un cœur d'enfant. Pourquoi? Il faut réavoir un cœur d'enfant. Ouais. Tu sais, moi, je me rends compte que dans ce processus-là, la conscience que ça m'a amené à avoir, écoute, je vais avoir 56 ans au mois de décembre. Je me sens encore un petit garçon. Puis ça m'amène des fois une difficulté à m'adapter avec la société d'aujourd'hui parce que je me sens pas à ma place. Non seulement de par le vécu, mais de par... J'ai pas la même attitude, j'ai pas les mêmes obligations, j'ai pas les mêmes raisons de vivre, j'ai pas les mêmes besoins. Je vais me détacher facilement. J'ai l'impression des fois de m'interpréter en disant, bon, à l'âge que j'ai, je serais censé, tu regardes la majorité des gens de 50 quelques années, 60 ans, sont installés, sont matériellement, sont en relation, les enfants sont plus vieux, sont placés, ils sont grands-parents, ils sont sur le bord de la pré-retraite ou ils s'en vont en retraite, puis ils voyagent, puis ils ont des vies organisées. J'ai pas ça, man. J'ai pas cette soif-là de faire ça. Puis en même temps, ça me rappelle, il y a une méditation que j'avais assistée chez une amie, puis il y avait une vingtaine de personnes. Puis les aides de lumière posaient la question, à savoir, quel a été votre plus beau voyage? Puis tout le monde était content de dire, puis moi, je suis drôle parce que j'étais le dernier à passer, puis là, j'entendais tout le monde qui donnait de belles informations, mais je suis allé en Thaïlande, au Mexique, à Hawaï, puis les gens étaient tous fiers de partager ces voyages-là. Puis je savais ce qui s'en venait, les aides de lumière, je le ressentais, c'était quoi le but de la question, puis là où vous vouliez emmener les gens. Puis moi, c'était clair, le plus beau voyage, c'était à l'intérieur de moi que je l'ai vécu. Puis c'est ça que je pensais, justement, dernièrement, parce que je savais que tu t'en venais, puis je me disais, ma richesse, des fois, en embarquant dans le processus de comparaison par rapport à l'âge que je suis avec les gens de ce qu'ils vivent en général, moi, ma richesse, je vais l'amener avec moi. T'sais,
Elle m'accompagne encore. Puis ça n'a pas de prix, ça. Ça n'a pas de prix, ça. Mais elle m'amène encore dans de la lucidité puis de la santé. Tu sais, je suis encore assez en forme, je suis encore assez en shape. Puis je suis bon pour encore quelques bonnes années. Quelques bons 50 ans. Je ne sais pas combien, mais on peut t'offrir un bon bout. Tant que ça va là, on peut t'offrir un bon bout. Tant que je vais avoir du plaisir à vivre ici, puis je sens que j'ai quand même des choses à apporter. Puis c'est des dossiers à suivre. J'ai un paquet de projets. C'est sûr que ça a ouvert, d'être en contact avec mon âme, ça a ouvert d'autres portes. Je en avais parlé un petit peu l'autre fois. Moi, ce que ça a ouvert, puis je n'étais pas préparé à ça, c'est que ça a ouvert la porte avec des aides de lumière. Des aides de lumière. Oui, parle-nous-en un petit peu. Tu me parlais de ça, tu avais eu des contacts avec des êtres désincarnés, ou je ne sais pas comment les nommer, là. Entre autres, c'était les maîtres ascensionnés. Mais j'ai commencé par lire les littératures de Peter Donov, après ça, Mikhail Ivanov. J'ai aimé, j'ai lu aussi les philosophies d'Emily Candy, Emmett Fox, Joseph Murphy. J'ai joué un peu là-dedans, le pouvoir du subconscient et tout ça. Puis pour explorer et aller un petit peu plus loin dans la mécanique. Puis ça confirmait à chaque fois l'information que je recevais quand j'allais en méditation, parce que il faut dire que la méditation n'est pas qu'une situation passive. On ne va pas que chercher de la paix, du calme et du bien-être. Il y a plus que ça. Parce que d'être en contact avec ton âme, tu es non seulement en bonne position dans ta vie matérielle, mais tu es en position d'avoir accès à une banque d'informations inépuisable. Je te suis. Fait que, ça, c'est un privilège, puis ça a ouvert des portes, effectivement. Comme je m'intéressais au maître, ça a ouvert les portes avec les maîtres. Qu'est-ce que tu as vécu là-dedans? Eux m'ont... et d'un, ils m'inspiraient parce qu'ils arrivaient à vivre comme qualité de vie, entre autres Peter Donov, Mikhail Ivanov, après ça, les livres que j'ai pu lire de Jésus, de Bouddha aussi. Ce qu'ils arrivaient à vivre comme qualité d'être en étant présent, ça m'interpellait, puis ça m'assoiffait. J'en avais envie, ça m'intéressait, là. C'était comme, ce bonbon-là, je veux y goûter, j'en veux plus. J'avais déjà goûté à du bon bonbon, jeune en commençant. Puis quand j'ai pas mal résumé toute la mécanique des comportements et du parcours de mon enfance, mon adolescence, etc., ma naissance, puis il y a même d'autres vies qui ont remonté à un moment donné dans le contexte, mais à un moment donné, c'était les expériences spirituelles. Fait que j'étais assoiffé d'aller plus loin. Fait que c'est sûr que ça m'a amené à vivre du voyage astral. Oui, tu as vécu des voyages astrales? Oui, je me sentais partir. Moi, je me mettais en tête sur l'oreiller dans les années 90, là, puis j'étais dans des périodes. J'ai eu plusieurs périodes où j'étais pas en sabbatique, mais tout comme. Là. Et ça m'a donné du temps. OK. Fait que dans ce temps-là, moi, j'ai travaillé. J'ai exploré, puis j'ai expérimenté. Entre autres, il y a Ramtha aussi. Je pense que tu l'avais lu aussi, Ramtha. Oui. Ça m'a interpellé, puis j'aimais comment il présentait les choses, parce que n'achète pas ma vérité, va l'expérimenter toi-même. Puis ça me parle. Moi, c'est comme, je veux parler comme ça aujourd'hui. Prends pas ma vérité, c'est mon expérience à moi. Va chercher ta propre vérité, pose-toi des questions, puis va te chercher tes propres réponses. C'est ce que les maîtres m'ont apporté comme information. Ils m'ont supporté dans le processus. J'ai senti un support immense. Puis j'ai eu à les rencontrer dans l'astral, justement. J'ai pu vérifier l'authenticité de ces êtres-là et la véracité de qui ils sont en les rencontrant. Mais je me suis tout le temps senti... Puis ça a été aussi tout petit. Tout petit, je me sentais surveillé. Je me sentais... J'avais tout le temps l'impression de... Il ne faut pas trop aller à gauche, il ne faut pas trop aller à droite, il faut marcher sa ligne. Écoute, je sentais que la soupe était chaude, là, que j'étais comme entre deux tout le temps, je me sentais tout le temps checké. Même assez que mes premières expériences amoureuses avec mon corps,
Écoute, j'étais gêné, j'allais me cacher en dessous des couvertes, tellement je me sentais checké, tu sais. Ouais. C'était comme... Fait que c'est... Ils se sont inclus dans ma vie, entre autres. Quand j'ai commencé à faire quelques rencontres thérapeutiques, puis que les gens avaient besoin. Les maîtres se sont présentés surtout pour nous inspirer dans les méditations. J'ai fait plusieurs méditations guidées, puis c'était les maîtres ascensionnés qui se présentaient. Eux ont une belle façon de nous présenter, puis de nous assoiffer aussi, d'être en contact avec notre être. Je me rappelle, il y a des êtres qui avaient dit, si vous pouviez vous voir comme on vous voit, vous ne pourriez que faire autrement que tomber amoureux avec vous. Si on pouvait se voir tel qu'on est, énergétiquement, les couleurs qu'on a, la correspondance énergétique, la vibration. Est-ce que tu t'es déjà vu? Il y en a qui m'ont vu, mais moi, je me suis jamais vu. Okay. Moi, je me sens, j'arrive à me sentir, j'arrive à me goûter, comme les capes moyens. J'ai déjà presque entendu, j'ai pas développé vraiment ce sens-là, mais le ressenti primordial est plus fort. Je me suis vu, je me suis entrevu, mais c'est plus d'autres personnes qui m'ont vu à un moment donné, qui ont vu des images ou qui ont eu des noms. Des gens, j'ai rencontré plein de médiums, de clairvoyants, j'en avais des questions, puis j'allais confirmer en même temps. Parce que quand tu es tout seul, tu sais, les premières années, moi j'étais 10 ans, tout seul. Fait que je vivais plein de belles expériences spirituelles. Puis je venais pour en parler, puis j'étais assoiffé d'en parler, moi. J'avais le goût que les gens puissent ressentir ce que je ressentais. J'aurais aimé ça, en tout cas. Puis c'était pas possible. Je venais pour en parler, je perdais la voix, je tombais muet. Ah ouais? Complètement. Puis là, ça me disait, c'est pas le moment d'en parler. Ah ouais? OK, je me stinais pas avec ça. Regarde, s'il y a une partie de toi capable de te faire tomber muet, ben, tu l'écoutes. C'est pas mon cas, moi, je parle trop. Mais ça arrive aussi que maintenant, je parle trop. Tu sais. Ouais. On m'a dit, comme un ami disait, quand tu vas courtiser une femme, puis que si tu déposes trop de parfum, tu vas l'étouffer et elle va se noyer. Mais c'est la même chose avec le spirituel aussi. Je me rends compte qu'il y a des gens que j'ai rencontrés. Là, au début, j'étais tellement assoiffé de parler de mes expériences que ça finissait plus, là. T'oublies de manger, t'oublies de boire, puis là, écoute, ça a un non-sens, c'est disproportionné. Autant j'ai été renfermé puis isolé que là, j'étais à l'extrême. À en perdre la voix presque. Mais là, parce que j'avais trop parlé. As-tu des anecdotes au niveau d'autres anecdotes au niveau des êtres ascensionnés? Est-ce que t'ont laissé des messages? Ben, j'ai un tiroir plein d'informations. OK. Parce que tout est écrit. Ah ouais? Tout est écrit. T'écrivais ça? J'écrivais tout. Ah ouais? J'écrivais toute l'information. Puis, ça l'a accentué pour ce processus-là. Moi, ça a commencé, les liens. Ben, écoute, j'ai déménagé. Ça a pris 3 médiums pour me faire allumer. Okay. Je disais que je n'étais pas prêt. Fait je me suis retrouvé, moi, en plein cœur du bois. Je suis loin, je fais 1 heure de route de campagne à Jersey, dans les montagnes, une petite maison, bien tranquille, en haut d'une montagne, une petite rivière en bas. Une belle place là, pour relaxer puis pour se détendre. Puis j'avais besoin de ça. J'avais besoin de sortir de la foule puis me retrouver à méditer. Puis je retrouvais toujours mon bonbon à chaque fois. Là, je suis pas aussitôt arrivé, moi j'arrive le mercredi. Le jeudi matin, je me lève, je reçois comme information, il y a une médium qui va venir te voir. Là, je dis, comment est-ce que le médium peut venir me voir? Je suis loin de tout. Il n'y a pas personne qui sait que je suis déménagé ou à peine. Mais il y a une amie qui me cherchait, puis elle m'a trouvé par mon numéro de téléphone.
Elle m'appelle le jeudi soir, puis elle dit, Christian, j'ai quelqu'un à aller te présenter. Elle dit, t'es rendu où, là? Fait que je lui donne mes coordonnées. Elle retombe-t-il le vendredi soir? Avec cette dame-là, elle s'assied à la table, elle me regarde. Elle dit, t'es médium? Mais je dis, toi aussi, t'es médium, hein? C'était évident que ça paraissait, ça transparaissait d'elle complètement, énergétiquement. Écoute, elle était puissante, cette dame-là. Puis elle me dit, il y a des êtres qui sont près de toi, qui veulent entrer en contact avec toi, puis ils veulent travailler avec toi. OK. Elle dit, quand tu vas être prête, tu lui lâches le coco, puis ils vont se manifester. Puis j'ai eu à travailler 3 ans avec une médium qui était une super bonne amie, puis on a travaillé avec les 3 archanges, mais c'était sa médiumnité à elle, pour moi. Moi, je me considérais comme un directeur de transe. OK. Mais je n'étais pas prête encore à recevoir. On me l'avait dit déjà, une médium en consultation, tu as la capacité, tu peux devenir médium, ça fait partie de tes possibilités, tu as le choix. On a toujours le choix, de toute façon. Et puis, avec cette petite dame-là, on a été 3 ans à travailler ensemble, puis il y avait 3 archanges qu'elle canalisait, Michael, Uriel, Gabriel. Mais c'est Michael, à un moment donné, que c'est lui qui m'a appelé le mécanicien de l'âme. OK. Fait que c'est comme, depuis ce temps-là, c'est resté. OK. Tu me parlais aussi, Christian, que tu as fait quelques années pour aider des gens des consultations. C'était quoi les résultats que ça a apporté, ça? Qu'est-ce que tu as vécu, toi aussi, là-dedans? Moi, à chaque fois, ça a été... C'est comme, des fois, j'étais en train de décortiquer quelque chose chez moi, de quelqu'un qui s'en venait, on décortiquait la même chose. Ah! Fait que, tu sais, j'avais La toujours... vie t'apportait ce que tu avais besoin pour pouvoir te comprendre. Complètement, à chaque fois. Ou bien, j'avais pas encore identifié quelque chose en moi, mais ça mijotait, la personne arrivait, ce qu'on identifiait, c'est ça, pour moi aussi. À chaque fois. Fait que c'était un contexte thérapeutique pour moi en même temps. OK. Fait que c'était comme... c'était 2 pour 1. OK. Puis les résultats au niveau des gens, as-tu vu des changements chez eux? Ils ont-tu travaillé sur eux? Ça les a-tu apporté à se ramener à eux? La plupart, oui. Oui? La plupart, oui. Il y a eu des guérisons à travers ça qui étaient assez importantes. Une, entre autres, que j'ai déjà exprimée à quelques reprises, c'était une super belle consultation. Moins belle expérience pour la petite madame parce qu'elle a saboté 55 ans de vie. OK. Elle est venue me voir, elle avait 60 ans. C'est un ami qui me l'avait référé. Elle, c'était la première fois qu'elle parlait de son expérience qui était arrivée à l'âge de 5 ans. Elle avait été abusée par un homme à l'âge de 5 ans. Elle n'avait jamais parlé à personne. Elle rencontre mon ami, puis elle parle de ça. Elle a senti que là, ce moment est opportun. Lui, il a proposé, va rencontrer Christian. Fait qu'on s'est présenté, on s'est lié d'amitié, elle est venue en consultation, elle avait assez confiance et elle a ouvert. Ce qu'on a fait, on est allé chercher la partie d'elle qui avait été traumatisée à l'âge de 5 ans. Elle, ce qui est arrivé dans cette histoire-là, c'est que l'homme qui l'a agressé, il a parlé fort, parce que c'était un petit enfant qui était très agité déjà à la base. Fait qu'elle était surréagitée. C'est comme ça, tu sais. Oui, correct, on a compris. Des fois, les mots, ils se déforment à cause de route. C'est bien correct. Fait que, elle, à chaque fois qu'elle entendait un homme parler fort, elle se rappelait son expérience et ça la marquait complètement. Elle s'est rendue sourde d'une oreille. Parce qu'elle ne s'est pas rendue compte que c'est elle qui s'est créé ça. Nous, dans le processus, on est allé voir ça par rapport à son oreille. Ce pourquoi la surdité. Elle avait été opérée une dizaine de fois, jamais c'est revenu. Puis pendant le processus, ce qui s'est sorti comme information, parce qu'elle a repris la décision que là, c'était plus nécessaire cette protection. Et ça a pris 3 mois, son oreille est revenue complètement. Wow. Fait que ça a été une révélation pour elle, parce que l'approche, il a parlé considérablement, puis entre autres, une autre petite madame, elle avait été, elle aussi, elle avait été violée carrément à l'âge de 17 ans, puis elle, ce qu'elle avait développé comme mécanique, c'est pour ne plus attirer les hommes, c'était de ne plus être désirable. Fait qu'elle est devenue assez mal agressée. Fait qu'on est allé chercher l'information, ce pourquoi, parce qu'elle essayait, elle était tannée, là, elle essayait plusieurs régimes, puis elle voulait perdre du poids, puis elle voulait se prendre en main, mais ça ne marchait jamais. Hein.
Fait que là, l'information est venue claire, elle aussi. Le système de protection, c'est plus nécessaire. Je peux être désirable. C'est d'aller chercher la décision qui est devenue une croyance qui maintient la mécanique en marche, qui maintient le processus de protection continuelle. Elle s'est mise à perdre du poids, elle aussi. 15 jours après, elle n'a rien changé de son alimentation. Elle s'est mise à perdre du poids, puis elle est redevenue comme elle était à l'origine. Tu sais, fait que c'est les informations, quand on va à l'origine même, chaque partie à tout âge. On peut faire parler n'importe quelle partie de soi, on peut faire parler tous les organes. Tout ce qu'on a vu depuis qu'on a commencé à voir quand on était petit, tout est magasiné. Tout ce qu'on a entendu, la même chose. Fait qu'on peut aller faire parler les organes, on peut aller faire parler toutes les parties qui ont été blessées, puis au moins les mettre à jour. Parce que c'est toujours ça qui est manquant dans la balance, c'est les mises à jour par rapport au monde actuel. C'est pour ça que tu vois souvent des gens, bien souvent, je dis souvent, on peut voir ça assez souvent dans notre environnement, des réactions d'adultes qui sont comme des enfants. On le voit maintenant, c'est des réactions infantiles. C'est ça, c'est pas à jour. Ça a besoin d'être mis à jour. Fait que moi, c'était mon processus d'aller faire ça, avec l'ingénierie des croyances de base. Ils sont sur Windows 98. Oui, c'est ça. Il y en a un petit monsieur, justement, il est sur un banc de Pâques, là, tu sais, puis à un moment donné, il tombe sur l'écran de veille. Ah ouais? Ah oui, mais c'est bon. Christian, tu me disais que tu n'en faisais plus de consultation. C'est comment c'est arrivé? T'as conscience de quoi à travers ça? Je ressens pas le besoin de faire de consultation. J'en ai pas fait beaucoup. C'est très, très, très occasionnel quand ça se manifeste. Puis c'est plus des consultations amicales. C'est plus un jeu. C'est aléatoire, là. Ouais. C'est plus la connaissance que je veux partager à travers des écrits. OK. Je suis plus en phase de m'asseoir. Je m'en vais vers la pré-retraite, puis je commence à le figurer dans ma vie, à prendre un petit peu plus de temps pour écrire, pour m'asseoir avec et partager l'information, mais par écrit. Écrire un livre, quoi? Oui. Ben, en fait, j'en ai qui sont écrits comme plusieurs. J'ai plusieurs cahiers qui sont écrits. Il reste à les peaufiner, puis à les mettre au propre, là, puis c'est comme... Ça serait aller de l'information au niveau de la connaissance de soi, oui. Au niveau de nos comportements, ces choses-là. Oui. OK. Oui, effectivement. Vers la conscience, qui s'intitulerait Vers la conscience de soi. OK. Entre autres. Et ça, c'est des choses que tu as vécues, des informations que tu as eues, des aides de lumière, ces choses-là? Oui. De mon vécu, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Tu vois, si je me rappelle... à l'âge de 20 ans, un des premiers processus que je me suis trouvé à faire. Puis comme dans cette période-là, j'ai été 10 ans, moi, à lire aucun livre, à pas connaître aucun thérapeute, à pas avoir aucune référence spirituelle. À part que Maraji, puis je n'étais pas en mesure de le rencontrer directement, je ne l'ai jamais rencontré directement. Mon premier logement, j'avais un 4,5, puis ça me disait « Emmène ton petit lit ». Fait que mon petit lit que j'avais quand j'étais petit, moi, mon petit lit jumeau, là, ben, je l'ai emmené dans ma chambre. Puis je disais que c'était ma chambre d'amis. C'était pas pour les amis, finalement. Ce que je savais pas, à mon insu. Un soir, écoute, je suis nostalgique, il y a quelque chose. Puis tu sais, au début, j'avais pas de point de référence. J'ai consommé pendant longtemps, fait que j'ai gelé mes émotions. Fait que quand ça s'est mis à sortir, c'était pêle-mêle. Fait que c'était peu identifié, c'était très peu clair. Fait qu'avant que ça s'éclaircisse, ben, il faudrait que je débourbe. Puis ça, ben, il faut que tu laisses le presto pouvoir sortir. Faut que tu le laisses aller. Puis moi, ce que ça me disait, c'était comme, va-t'en sur ton petit lit. Fait que j'écoutais, moi, ma petite voix, puis c'est comme, je me couchais sur le dos. Puis ça me disait, respire par la bouche, puis laisse aller. Écoute, je respirais par la bouche comme une femme enceinte. Et puis là, je chantais, à un moment donné, l'émotion venait. Là. Puis là, c'était soit de la peine, de la rage. Mais à l'époque, je n'étais même pas en mesure d'identifier les choses. C'est là, aujourd'hui, je suis en mesure d'éclaircir. Là, mais
il y a quelque chose qui montait, là, puis à un moment donné, je me mettais à crier, je me mettais à pleurer. Puis il y a des images, il y a des séquences qui montaient en même temps. Je voyais mon père en train de me brasser, etc. T'sais. Puis je venais paralysé, tellement c'était intense. Là. Je venais barré dans mon corps, puis là, ça disait laisse aller, laisse aller. Fait que là, je pleurais, puis je criais, puis là, à un moment donné, ça dégageait. Puis là, je sentais que vibratoirement, écoute, toutes mes cellules, ça pétillait à grandeur de mon corps. Ce que je savais pas, c'est que j'ai eu ça à l'âge de 30 ans, c'était, ils appellent ça du rebirth. OK. Je connaissais pas ça, mais j'avais pas de mots là-dessus, j'avais aucune référence. Mais j'en faisais, tout seul. J'ai raconté ça à mon professeur à l'époque, j'avais suivi un cours de métaphysique. Puis on en faisait, accompagné. Puis j'ai dit, ben c'est ça que je faisais, moi j'étais tout seul dans ma chambre. C'est ça que je faisais. Puis finalement, ah ouais, c'est dangereux, ça se fait pas tout seul. Mais non, je me sentais accompagné. Je me sentais pas en danger. Même si mon corps paralysait, je savais qu'il y a quelque chose qui se passait qui était nécessaire. Puis que ça avait une utilité, puis que ça allait porter fruit. Tu étais conscient de ça. Il n'y a pas grand monde qui sont conscients de ça. Là. Parce que la majorité des gens, quand ils nous je m'inclus là-dedans, là, j'ai mon vécu moi aussi, quand il m'arrivait des choses de même, je capotais, moi. Mais toi, t'avais ça naturellement, d'avoir conscience qu'il se passait quelque chose. Mais moi, personnellement, j'ai vécu des choses de même, excuse-moi, là, mais j'avais pas conscience de ce qui se passait, puis c'était la panique puis la peur, là, je capotais, là, puis c'est ça, j'avais personne, mais j'avais pas ce côté-là que tu dis, toi, là, de la présence, j'étais pas conscient de ça, là. Le lien avec mon âme. C'est mon âme qui m'a amené à faire ça. Ouais. C'est mon âme qui m'inspirait, qui me guidait. Je me sentais accompagné. Tu sais, quand ça me dit enfin de retour à la maison, j'étais vraiment à la maison. Il n'y avait aucun doute par rapport à ça, moi. Quand je le présente comme étant ma bouée de sauvetage, ça l'est toujours. Puis ça l'était, ça l'était. Ça se manifestait comme ça. Je me sentais complètement accompagné, complètement dans la confiance totale, peu importe l'expérience. Si m'aurait dit à l'époque, tu vas marcher sur du feu, j'ai arrêté de marcher sur du feu parce que si ça avait été, si ça s'avait avéré bon pour moi, ben ça arrêtait ça. Mm-hmm. Mais là, c'était ça. T'as pris conscience de ça jeune? Tu sais, puis autant avec l'énergie aussi. Parce que, un autre exemple, je suis à l'hôpital, moi j'ai début vingtaine, je pense que j'ai 25, 26 ans peut-être. Il vient de m'arriver un incident à la job, je fais de la peinture à l'époque, puis j'ai reçu quelque chose d'un œil. Je m'en vais à l'urgence. J'attends mon tour pour passer. Il y a un monsieur qui est là en face de moi. Il a une bosse à la tête, là. Écoute, c'est gros comme une balle de tennis. C'est gros une balle de tennis, là. C'est enflé, puis il y a plein de sang dans ses cheveux. Il souffre. Il va pas bien. Il n'y a pas des belles couleurs, puis il va pas bien. Écoute, la bosse qu'il a sur la tête, là, j'aurais fait ça moi aussi, ça. Je compatis. Je fais. Puis j'ai lu nulle part, je ne sais pas comment fonctionner. Moi, c'est ça que ça me dit de faire. Je l'enveloppe comme d'une couverte de lumière blanche. Ça a pris 15 minutes. Sa femme a retondi. Puis je vois qu'il change d'attitude. Son teint change. Puis là, sa femme, elle dit, ça fait combien de temps t'es ici? Puis il dit, là, sais-tu? Il dit, viens-t'en, on s'en va à la maison. Il dit, je suis tanné d'attendre. Il dit, j'ai plus mal. J'ai pratiquement plus mal. Il dit, viens-t'en, on s'en va. Là, c'était, écoute, une révélation. Puis je suis pas capable d'en parler, moi, encore là à cette époque-là. Là. Tu devrais aller faire un tour à l'hôpital souvent. Oui, c'est ça, semble-t-il. Mais quand j'ai rentré à l'hôpital d'urgence à 20 ans, là, c'est parce qu'il m'est arrivé 23 ans, il m'est arrivé un petit incident, puis là aussi, ça s'est avéré être utile, l'énergie. Là. C'est mes premières découvertes avec l'énergie. Ça, le monsieur à l'urgence, c'est la deuxième découverte. Puis à l'hôpital, quand je suis rentré, moi, ça, c'était la première. Écoute, moi, je suis vide de sang. Il me reste 1 litre de sang dans le corps. Normalement, selon les médecins, tu vis pas. Fait que les médecins avaient même avisé ma mère, mon frère, puis ma soeur, puis là, ça pleurait, ma soeur, puis ma mère pleurait comme des madeleines. Selon eux, là, je suis
passais pas la nuit. Parce que le médecin il dit, écoute, il passera pas la nuit, il est trop hypothéqué, ça. Puis finalement, moi, j'étais en vacances. J'avais assez travaillé, j'avais assez rushé dans mon histoire que là, c'était un temps de vacances, c'était un répit. Puis, il y a une dame qui arrive, on est dans le passage d'urgence parce qu'il n'y a pas de chambre disponible. Il arrive une vieille dame, il va mettre le lit au côté du passage, juste vis-à-vis moi. Écoute, elle est détestable, la madame. Elle bougonne après les gardes, elle n'arrête pas de demander de la médication, elle fouille dans sa sacoche, puis elle en a de la médication de cachet. Elle bougonne en s'il vous plaît. Il avait enlevé un rein l'année d'avant, je pense, puis là, le rein qui restait était défectueux, puis elle souffrait le martyre. Ben, je compatis. Je compatis avec cette dame-là. Puis c'est là ma première fois que je l'enveloppe de lumière, une belle couverte de lumière blanche. Clic. Le lendemain matin, je me réveille. Écoute, elle est rayonnante. Et quoi? Elle est rayonnante. Elle a un sourire dans le visage, là, c'est de toute beauté de la voir. Moi, je l'observe, puis là, je suis curieux de voir son état. Puis même les gardes, ils en parlent. Il est donc bien fine aujourd'hui, cette dame-là. Qu'est-ce qu'elle a? T'as rencontré Christian! Hey, qu'est-ce qu'elle a? Même les gardes étaient transformés de la voir. C'est comme ça m'impressionnait de voir ce processus-là. T'sais. La nuit suivante, elle est décédée. Ah ouais. Puis moi, j'ai un sommeil léger, là. Moi, quand je suis petit, puis encore aujourd'hui, ma mère a tourné la poignée de porte de chambre, je me réveille. Puis là, je ronflais comme un bon côté d'elle pendant qu'elle est décédée, là. C'est le lendemain, quand je me suis réveillé, on se mettait mis de chum avec tout le monde dans le passage, puis je suis allé à madame, mais elle est décédée. Et tu ronflais comme un bon, toi. Tu vois, c'est une information que j'avais reçue. Je l'avais accompagné. Ça me disait ça. Tu l'as aidé, tu l'as accompagné. Puis après ça, le lendemain, c'est là qu'on m'envoie à une chambre en haut. Il y a un petit monsieur, la même chose, lui aussi, il souffle le martyr. Il y avait une plaie dans le haut, dans le bas de la fesse, en haut de la cuisse, là, puis ça faisait un an qu'il traînait ça. Je sais pas si c'était pas de l'ozone, comment ça s'appelle ça? C'est quoi, c'est une maladie que les personnes âgées ont maintenant, là. Mais c'est une grosse plaie, puis il fallait qu'il y ait... J'ai pas été à l'école longtemps, moi, Christian. Demande-moi pas. Moi non plus, j'étais plus studieux rendu au secondaire. J'ai mopé, tu sais. J'étais dans ma phase rebelle à cette époque-là, fait que j'ai mopé ce bout-là, tu sais. Mais il faisait un an qu'elle n'a pas dormi ses nuits. Il souffrait de martyr, puis ben là, je compatis au monsieur, ça. Puis je l'enveloppe de ma couverte. Ben, je dis c'est pas ma couverte, mais je l'enveloppe d'une couverte de lumière. Ben, le lendemain matin, quand il s'est réveillé, parce que quand il s'est réveillé, là, il était tout frais, dispo, lui aussi. Il dit, c'est la première fois que je dors une nuit complète depuis un an. Fait que je sais pas ce qui s'est passé, j'ai jamais dit, je n'étais pas en mesure d'y donner une information. Mais moi, c'était plus ou moins clair, tu sais. J'étais au test, là, hein? Ouais. La troisième fois, c'était avec le monsieur à l'urgence, avec le boss à la tête, puis... C'est arrivé à quelques reprises. Pratiques-tu encore ça aujourd'hui? Fais-tu toujours? Bien, ça arrivé avec la dame que je t'ai parlé tantôt, la personne âgée que j'ai rencontrée, Cécile. À 83 ans, elle a tombé, elle s'est fissuré la hanche. Oui. Puis ça me disait de faire de l'énergie. Puis elle était familière avec le contexte. J'ai fait 3 traitements d'énergie, un à chaque samedi. Puis là, c'était génial parce que là, j'étais chez eux. Là, je mettais les mains sur les hanches. J'ai aimé cette relation-là parce qu'elle me racontait tout ce qu'elle ressentait. Okay. Tout en détail. Elle dit, je ressens, là... Elle dit, quand tu mets tes mains, elle dit, je ressens comme si ça faisait des aiguilles au niveau des fissures, parce qu'elle les sentait, ces fissures dans sa hanche, là. Puis elle dit, ça fait comme des aiguilles, puis à un moment donné, là, ça fait mal, puis ça s'estompe. Elle marche très bien aujourd'hui. C'est pareil comme si elle n'avait pas eu de blessure. Je l'ai vu la semaine passée, il y a 15 jours, je crois. Puis elle marche comme ça, elle n'avait jamais été blessée. Dis-moi, c'est des gens qui cognent à ta porte ou qui t'appellent puis qui aimeraient te rencontrer à ce niveau-là. Mais tu sembles me dire que c'est sporadique, que c'est quand ça se présente. C'est ça, je suis pas prémédité. OK.
c'est pas préméditer mes affaires. Tu sais, je serais pas en mesure d'aller suivre. Quelqu'un m'avait déjà proposé, tu devrais suivre du Reiki. Mais je dis pourquoi? C'est le contexte, j'ai comme l'impression que je le connais. Ouais. Je l'ai manifesté pas des centaines de fois, mais je l'ai manifesté suffisamment pour me rendre compte qu'il se passe quelque chose, que l'énergie circule. Elle circule différemment d'une personne à l'autre, parce que j'ai eu à vivre des expériences il n'y a pas longtemps, puis la petite dernière, on a fait un échange, elle l'a moins senti. Elle dit, j'ai pas beaucoup senti l'énergie. Qu'est-ce qui se passe dans ce processus-là? Est-ce que les personnes sont moins croyantes? Est-ce que les personnes sont en résistance par rapport à recevoir? Je sais que madame que j'ai rencontrée, elle était complètement ouverte. L'énergie passait, puis ça circulait sérieusement. Parce que moi, ça passe par mon coco, ça me passe par le cœur, puis après ça, ça se répartit par les mains. Tu sens ça? Oui. Okay. Je sens le parcours que l'énergie prend. OK. Puis c'est un privilège parce que quand ça circule, ben c'est comme j'en reçois. C'est un bénéfice pour moi en même temps. Là. Mais la dernière relation que j'ai faite, la dernière expérience que j'ai faite, on me dit tu vas te procurer une table de massage. Ah bon? Puis curieusement, là où j'étais, la petite dame où on a fait un échange, là j'ai dit. Je ne sais pas pourquoi, je viens de recevoir cette information-là. Elle venait de me faire un massage. Puis j'ai dit, je viens de recevoir l'info que je devais me procurer une table de massage. Ben, j'en ai une table de massage qui... elle dit, j'étais pour l'acheter, mais elle dit, j'attendais de trouver la personne appropriée à qui la donner. Ben, avec Etsy. Ah ouais? Et là, la table de massage. Fait que je suis pas fermé à en faire. S'il y a lieu que ça se fasse, ça se fera. J'aime bien pas préméditer. Si la personne elle est prête, puis qu'elle est ouverte, puis qu'elle est prête à recevoir surtout, parce que si tu arrives avec des doutes, j'ai comme l'impression que si tu arrives avec des doutes, des appréhensions ou des fermetures quelconques, l'énergie ne s'ouvre pas son cours. Ou, tu sais, l'ayant goûté tout jeune, il y a des fois, j'ai eu envie de m'interposer parce que j'avais rencontré des gens qui étaient malades. Puis que là, je venais pour faire quelque chose, puis ça me disait non. Ah, je touche pas à ça. Comment ça? Ben, ça disait que la personne devait apprendre de ce qu'elle était en train Oui. Tu sais, il y a des maladies qui sont porteuses de messages, des informations importantes à aller chercher dans... Moi, c'est ce que j'aime aussi décortiquer. Oui, quand c'est prêt. Le maladie, ça dit quelque chose. Moi, j'ai pour mon dire, dans mon livre à moi, puis selon mes expériences à moi, c'est soit je me suis créé la maladie, ou soit je me suis prédisposé à la recevoir. Fait que, les grippes, là, j'ai pas ça, là. Parce que je sais qu'est-ce qui me prédispose pour l'avoir. C'est soit que j'y crois, ou soit je suis tellement en réaction où j'ai trop d'idées dans la tête, j'ai affaibli mon système immunitaire, puis là, ben, t'as des gens qui ont des grippes en plein été, là. On peut pas se fier sa température, là. On peut pas dire que c'est la période de la grippe. Non, mais là, tu sais, il n'y a pas de période appropriée pour ça. Il n'y a pas de période pour être malade. C'est comme, qu'est-ce que on va revenir là-dessus tantôt. Mais ce que j'aimerais te demander, tu parlais tout à l'heure de voyage astral. Peux-tu nous conter quelques voyages que tu as fait? Comment ça se passe? Puis qu'est-ce que tu as vécu à travers ça? C'est sûr que, en partant, j'étais conscient que j'allais dans un lieu spécifique. Je peux pas identifier le lieu. C'est dans l'astral, c'est sûr. Entre autres, moi, ça a commencé après avoir lu Ramtha. Il y a beaucoup d'informations qu'il présentait. À quel âge à peu près, là? C'est dans les années 90. J'ai autour de 30 ans, 28-30 ans, c'est dans ces eaux-là. Je veux l'éviter. Déjà, avec l'information de Ramtha, à un moment donné, je me suis rendu compte que mon taux vibratoire changeait. Je méditais beaucoup, là. Beaucoup. J'étais dans une grosse période, j'étais 1 an sans travailler à ce moment-là, puis
Je médite matin, midi, soir, puis je fais des méditations mes journées, puis je les commence avec ça. Je change mon taux vibratoire, je m'en rends compte. Quand je viens de changer une croyance ou une mécanique quelconque, je sens que vibratoirement, cette énergie-là, elle est comme réappropriée, puis ça change ma fréquence vibratoire. À chaque fois que j'ai des informations qui sont non pertinentes à l'intérieur de moi, ça a un impact majeur sur ma fréquence vibratoire, puis physiquement aussi. J'ai pas pu le prouver sur une balance, mettons, mais j'ai senti que ma pesanteur changeait. C'est que là, j'ai perçu que je pouvais aller plus loin. Parce que je sais pas si tu te souviens de l'histoire de Ramta, lui il a développé ça quand il s'est fait blesser l'épée, puis 2 ans de convalescence, puis là, le vent, puis les oiseaux, il a eu le goût de voler. C'est un petit peu ça qui m'a inspiré aussi. J'aimerais savoir une cape en arrière avec peut-être pas le symbole de Superman, là, mais. Mais quand même, je regarde un oiseau voler, ça m'inspire. Surtout qu'ici, là, au 7e, il y a comme une espèce de vortex au-dessus de la ville. Je sais pas si c'est la relation énergétique de tout le monde qui crée ça, mais les oiseaux tournent dedans. C'est magnifique de voir ça, puis ça m'inspire encore. Okay. J'aimerais ça pouvoir voler, mais en tout cas, je risquerais pas de monter sur le toit. Mais tes voyages? Mais ça m'inspirait à voyager. Puis à partir du processus de lévitation, je me suis retrouvé un soir, puis je sentais que quand j'étais pour faire un voyage, quand je m'endors, je me sens quitter le corps. Puis plus j'observais ce processus-là, je sentais que je passais comme si je passais à travers, quand je quittais mon corps pour faire du voyage astral, c'est comme si je passais à travers une immense toile d'araignée extrêmement épaisse. Fait que je passe au travers, puis ça étire, là, puis c'est spécial, puis à un moment donné, part, là. Puis je me suis retrouvé dans un lieu où probablement que des milliers d'êtres humains se retrouvent dans ce lieu-là, parce que c'est un lieu d'apprentissage. Où chacun veut expérimenter un don spécifique. Il se retrouvait là. Puis je me rappelle encore, comme si c'était hier, je me retrouve dans j'arrive comme dans une espèce d'auberge, sur 3 étages. Puis là, je monte sur mon petit balcon, puis je vois 2 personnes qui s'en viennent, puis ils font vraiment de la lévitation. Ils sont comme couchés sur le dos, à côté, puis ils font une belle conversation, puis ils s'en vont comme ça. Puis là, c'est comme... Là, je crie. « Hey, attendez-moi, là! Je veux vivre ça, moi aussi, là! Je veux léviter, puis je veux expérimenter ça. » Puis là, ils me regardent pareil, comme si... « Qu'est-ce que tu t'en vas avec tes skis, toi, là? » Regarde, tu sais comment faire. Puis là, je me dis, dans ma tête, si je descends en bas pour aller rejoindre, ils vont être partis. Je pourrais pas avoir l'information que je veux avoir, parce que je suis sûr qu'ils vont me donner de l'information, moi, là. Parce que je veux vivre ça, ce qu'ils vivent. Puis finalement, ils me pognent le réflexe de traverser la rampe du balcon pour réaliser que je vole. Que j'en fais de la lévitation, moi aussi. Fait que c'est comme... c'est magique. Puis là, j'ai joué à un moment donné, j'ai cru que c'était la position de mon corps qui me faisait aller plus vite. Jusqu'à temps que je saisisse, comme Ramta l'a présenté, c'est la pensée. À un moment donné, la switch à l'allumer, c'est le réflexe d'une pensée. Aussitôt tu te dis que t'es là, t'es rendu. C'est à partir de là que j'ai arrêté. C'est comme si l'ayant acquéri, l'ayant expérimenté, ok, je le sais, c'est correct. T'avais plus besoin de ça. T'avais plus besoin. Aujourd'hui, si tu voudrais faire des voyages astrales, ça serait-tu facile pour toi ou bien? Étant donné que tu n'as plus d'intérêt pour le J'ai plus la soif. Il y a eu beaucoup d'expériences qui se sont présentées comme ça, où j'ai eu la soif de les expérimenter, je les ai fait, puis après ça, c'était comme, next, on passe à autre chose. Presque comme un ex. Oups, ça faut pas dire, c'est vrai.
Hey, ben c'est bon. Christian, je te remercie pour ces infos-là. Puis je pense que ça va aider beaucoup de monde. C'est très intéressant. Je voudrais te demander, en terminant, c'est ça. Est-ce que tu es intéressé que les gens te rejoignent? Moi, je suis toujours ouvert. OK. Je suis toujours ouvert. J'adore rencontrer. Bon, j'ai un parti pris, puis j'ai un faible pour les gens qui cheminent. Ouais, t'es encore un gars, hein? Non, mais j'ai un faible pour les gens qui cheminent. OK. Excuse-moi, je passais à d'autres choses. Non, t'étais rendu là. C'est parce que j'ai souligné les ex tantôt. Hein, Oui, ça, c'est ça. Ça a comme ouvert une parenthèse, mais fermons la parenthèse. J'ai un faible pour les gens qui cheminent. OK. J'adore les gens qui sont prêts à ouvrir, qui sont prêts à partager. Ouais. C'est comme, tu sais, j'aime échanger. Moi, je l'ai tout le temps dit, j'ai pas de cachette. Tu sais, j'ai pas de coin, de raccoin sombre de ma vie. Je peux raconter n'importe quoi. Ça dérange un peu certaines personnes parce qu'à un moment donné, je viens que j'ai plus de filtre. Tu sais, je suis à l'aise vraiment avec quelqu'un et j'enlève mes filtres complètement et je peux parler de n'importe quoi. Et il y a certaines choses en société qui sont pas prêtes encore à être présentées. Mais j'ai tout le temps rencontré depuis que j'ai commencé à communiquer, à peu près 28-30 ans. C'est là à peu près à 30 ans après les premières thérapies que j'ai commencé à parler, parce que je parlais pas avant. Puis faire des liens. Fait que là, à force de faire des liens, ben, tu veux partager. Donc les gens qui vivent des choses assez ardues, puis qui seraient ouverts, tu serais ouvert à les recevoir s'ils communiquent avec toi. Maintenant, comment on peut te rejoindre? Tu demeures à Québec, sur la rue Saint-Jean, mais comment on peut te rejoindre? Est-ce que par téléphone, par email? Oui, ils peuvent m'appeler par téléphone, ils peuvent m'appeler par email, Christian1961, @outlook.com. Répète-les tranquillement, c'est pas Christian1961, outlook.com. OK. Puis on peut me rejoindre là, on peut me rejoindre par Facebook, Christian Rivet Facebook. La plupart, je te dirais, me rejoignent par Facebook. Ils me font des demandes d'amitié, ils vont voir ma page, ils se rendent compte de ce que je partage. Ça les interpelle, ils me font des demandes. Moi, je vais voir, je vais tout le temps voir avec qui se présente. Puis des fois, ça me parle, oui. Il y a des affinités, des points communs, on peut échanger. Puis la plupart du temps, ça fait des belles échanges. Donc Facebook, tu as ton Facebook Christian Rivet. Oui. Puis tu avais un Facebook aussi, le mécanicien de l'âme. Oui. Lui, je ne l'ai pas encore officiellement complété, mais c'est des dossiers à suivre. C'est sur Christian Rivet. Ben, il est sur ma page, il est présenté sur ma page, le mécanicien de l'âme. Une autre page aussi, les âmes de l'avenir. J'ai écrit beaucoup de textes canalisés il y a quelques années sur la page Les âmes de l'avenir. Mais ça, en allant sur Christian Rivet, on voit tout ça. Et surtout pour les gens qui seraient intéressés à te rencontrer. Puis par téléphone. Par téléphone, 819-324-6921. OK. Puis sans problème, j'ai une boîte vocale. Bon. De toute façon, je vais, comme je dis dans toutes les entrevues, je vais le marquer sur ma page web à moi, puis sur YouTube. En terminant, Christian, si tu avais un message à livrer aux gens, à partager, ça serait quoi pour toi? Un message à partager aux gens. Moi, j'ai encore la même aspiration. Depuis que j'ai retrouvé, tu sais, la petite phrase que je t'ai dit tantôt, enfin de retour à la maison. Oui. Moi, c'est ce que j'aspire pour tous les êtres humains, qu'ils trouvent le retour à la maison. Moi, si j'étais capable d'apporter ma fin de vie, ma transition de vie, là, parce que la pré-retraite se prépare pour justement œuvrer peut-être plus. Parce qu'il y a possiblement des consultations, des traitements d'énergie, des rencontres de tout ça. Je prévoyais plus faire ça plus vieux, puis dans ces âges-là. J'aurais le temps, j'aurais la disponibilité, mais c'est d'accompagner les gens à retrouver le chemin de la maison. Moi, ça me parle. Ce qui m'interpelle le plus, c'est ça. C'est que les gens retrouvent ce lien-là avec leur âme. C'est ça qui me parle. Comment est-ce qu'ils peuvent faire ça, de rester présent à eux? Tu
Tu sais, ça se fait dans le quotidien, ça se fait dans la simplicité. C'est comme je le disais tantôt, c'est aussi simple d'être attentif à respirer. Déjà, ça fait une différence. Il y en a un qui le partageait il n'y a pas longtemps, tout le monde en parle. Il est arrivé à acquérir une qualité de vie, justement, en étant présent à chaque petit geste. Parce que le présent, dans l'instant présent, on n'y est pas tous. Le mental, il se fait aller, les hamsters, ils se font aller. Des fois, c'est les hamsters, c'est pas qu'un hamster. Là. Ouais. Ça fait que ça tourbillonne sérieusement, qui fait que la qualité de présence n'est pas là. Puis on a l'impression que si tu penses beaucoup, ben, tu vas régler plus de choses. C'est pas vrai. C'est la qualité de présence qui va faire que tu vas être beaucoup plus expéditif, tu vas être beaucoup plus productif. Parce que tout ce que tu vas faire, tu vas le calculer. Tu vas le manifester dans une présence et dans une qualité qui va donner du résultat autre. Moi, c'est tout le temps ce qu'on me dit, on n'en revient pas, comment c'était pas vite. Je suis pas un gars productif, moi. Mais au bout de ligne, oui, parce que j'ai une super belle structure dans ce que je fais. Ça. Ouais. Donc le message, ça serait dire aux gens de revenir chez eux. À revenir chez eux, à la maison. Parce que ça serait poche. Moi, j'ai accompagné quelques personnes fin de vie, puis c'est poche qui retrouvent la maison juste avant de quitter. Dans notre corps, dans notre expérience d'humain, c'est de toute beauté retrouver le lien avec soi. Ça se fait à tout âge. Ça se fait à tout âge. T'sais. Puis de faire le plus de bonheur possible, tu vas avoir une plus belle vie possible. Puis c'est qu'on va pousser les prochaines générations. Aussi, oui. Tu sais, j'ai vu ça, moi, un petit bébé là, qui venait d'être accueilli en tant qu'âme. Ses deux parents sont dans cette optique-là. J'ai pleuré comme un bébé quand j'ai vu ça. C'est la plus belle expérience que j'ai vue, moi. Deux parents qui s'en vont dans cette optique-là. On va l'accompagner pour qu'il reste connecté à ce qu'il est. C'est ce que j'aurais aimé vivre comme parent, moi. Accompagner mon petit âme qui est là avec moi. Là. Qui reste lui-même. Christian, je te remercie infiniment. Sûrement qu'on va se reprendre sur d'autres vidéos plus tard. On va suivre ton cheminement. Il y a d'autres choses à suivre. Les projets, il n'en manquera pas. Merci, Clermont. Merci, Christian.